Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est symbolisé par un mot nouveau, le cri rêve. On a l'ambition que peut-être dans quelques années, on puisse trouver ça dans un dictionnaire et qu'on dise que ce mot a été inventé le 11 octobre 2022 en Alsace. On peut démarrer? On y va? Ok. Donc, on a la très grande joie d'avoir avec nous aujourd'hui notre directrice médicale, Céline, qui nous est venue de Toulon et qui est souvent plutôt en digital et en virtuel qu'en réel. Et donc, c'est une joie de l'avoir avec nous. Et j'ai également la joie d'avoir autour de moi un certain nombre des fidèles compagnons qui sont là depuis 10 ans. Et donc aujourd'hui, on peut vraiment dire que nous sommes plus que crédibles. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces sujets. On a transcrit 50 000 pages d'entretien. On les a analysés dans l'équipe de recherche. On a fait 82 stages, des milliers d'entretiens en entreprise. Et certains de ceux qui sont en ligne ont couvert le Crédir au niveau presse depuis le départ. Et donc un grand salut en particulier à Christian, qui était là dès le début. Et c'est un beau symbole pour nous. On a donc un observatoire des professionnels au travail qui est probablement assez unique au monde. On a donc constitué une ONG qui lutte contre l'épuisement des humains. Et cette ONG, c'est l'initiateur de la qualité de vie globale, un concept qu'on a conçu il y a à peu près 5 ans et qui est de plus en plus reconnu comme étant pertinent pour aller au-delà de la qualité de vie au travail. Alors, du rouge, oui, nous poussons un cri. On est aujourd'hui extrêmement inquiet par toute une série de phénomènes. Il y a une overdose digitale qui crée de plus en plus d'épuisement. Et on peut se poser la question de savoir si on n'est pas en train d'atteindre la limite d'utilisation de nos cerveaux, dont certains sont utilisés pratiquement 18 heures par jour sur du numérique, avec très peu de pauses. C'est extrêmement préoccupant. Cette overdose digitale, elle conduit partiellement aussi à de la désocialisation. C'est-à-dire que les gens trouvent que c'est relativement commode de se servir des outils numériques et ils vont avoir moins tendance à se rencontrer. On va rester sur des visios, on nous raconte que des jeunes ados préfèrent préparer leurs exposés ou leurs projets au collège ou au lycée en numérique plutôt que de faire 2 km en vélo pour aller voir les copains. Cet épuisement conduit à une santé altérée. Nous, au Crédir, on croise très fréquemment des gens qui se sont vraiment abîmés la santé parce qu'ils ne respectent plus leur corps en dormant suffisamment et en étant raisonnables. Mais ça génère aussi de la violence. Et c'est pour ça qu'on pousse un cri. Alors cette violence, on en est témoin et très récemment, plusieurs épisodes de violence sur le lieu de travail, entre collègues, épuisés, qui ne se supportent pas. Les portes claquent, mais parfois on peut en venir aux mains. Et un certain nombre d'événements récents, dont nous avons été les témoins, nous ont vraiment beaucoup impressionnés. On a ça aussi dans l'espace public. On a travaillé pas mal avec des gens de la grande distribution qui nous racontent la façon dont les clients les traitent. Quand par exemple il n'y a pas d'huile dans un étalage. Mais on l'entend aussi, par exemple, dans une caisse d'allocation familiale, au contact d'usagers qui ont tendance, je vais utiliser un terme un peu cru, mais à gueuler pour un oui ou pour un non. On est dans une civilisation où si on ne peut pas appuyer sur un bouton et avoir immédiatement ce qu'on veut, c'est-à-dire quelques heures après une petite camionnette qui vous amène ce que vous voulez, eh bien il y a des gens qui s'énervent et qui vont s'énerver en étant violents parce qu'ils sont fatigués. Cette violence, ça peut être contre soi-même, avec des tentatives de suicide très impressionnantes, de gens que nous connaissons bien, qui se sont jetés sous des voitures et qui évidemment le regrettaient, mais c'était en l'occurrence des gens qui étaient en totale privation de sommeil, avec des insomnies terribles. Et puis ça va un peu plus loin parce qu'on est témoin de meurtres pour ce qu'on pourrait appeler des fake fights, c'est-à-dire des combats qui servent vraiment à rien,
où des gens se mettent en scène sur Internet avant d'aller commettre leurs crimes. C'est ce qui s'est passé au Capitole à Washington. C'est également ce qui s'est passé avec la décapitation de ce professeur Samuel Paty, où le jeune qui a fait ça était complètement désocialisé, addict sur les réseaux sociaux, sur des sites où il se faisait mousser, et ça a abouti à ce processus. Donc oui, vraiment, l'épuisement peut générer davantage de violence. Ce n'est pas en supprimant la violence, l'épuisement qu'on va supprimer la violence. Par contre, en faisant attention à l'épuisement, on peut réduire la violence. Alors on crée aujourd'hui un mot nouveau, le cri rêve. Parce que c'est utile de dénoncer des périls. Mais des périls, il y en a trop. On a tout ce qui se passe au niveau environnemental, on a les problèmes alimentaires, les problèmes énergétiques, la guerre en Ukraine. Voilà, il y a des tas de causes pour lesquelles on a envie de se dresser et de crier. Mais pousser un cri rêve, c'est rendre en fait une obligation de communication instantanée entre la dénonciation, le cri, et puis des solutions présentes ou futures, le rêve. Et vraiment, on voudrait que ce terme soit utilisé non seulement pour la cause de l'épuisement, mais en général, en disant on s'interdit de pousser un cri si on n'apporte pas à la communauté des humains des esquisses de solutions, voire simplement des rêves. Mais si on se limite à crier, eh bien on plombe l'ambiance, et l'ambiance est déjà tellement lourde qu'il faut amener des rêves. Et le rêve, ça consiste à se dire qu'on a en face de nous, par rapport à cette problématique d'overdose digitale, d'épuisement, on a des forces en présence qui sont beaucoup trop puissantes pour espérer qu'un contrôle externe puisse être efficace. Ces fameuses GAFAM, les Google, vous les connaissez tous, vont avoir tellement de puissance que ce n'est pas d'eux qu'on va pouvoir attendre qu'ils limitent les tendances qu'ils ont à nous faire être de plus en plus sur nos smartphones. Ils sont plus puissants que les gouvernements et ce n'est pas là qu'on combattra l'overdose numérique. Notre rêve, c'est de fournir des outils de plus en plus efficaces d'identification de l'épuisement et pour prévenir les risques. On a 3 axes. D'abord, la prise de conscience avec ce grand projet CRI-Rêve, avec un livre collaboratif que nous lançons aujourd'hui, qui paraîtra mi-2023 et où nous appelons les contributions de scientifiques, même de communs des mortels, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Vous allez sur notre site, vous trouvez le plan du livre, vous trouvez des appels à collaboration dans des sujets bien particuliers. Ça va être quelque chose dont on espère que ça nous ramène énormément de contributions et de participation pour faire gonfler cette prise de conscience de l'épuisement. Les recherches médicales, Céline va vous en parler, pour la mise en point de marqueurs de l'épuisement, et puis continuer ce développement de cette pédagogie qualité de vie globale, qui est en fait une boîte à outils qui permet à chaque individu de savoir quoi faire quand il sent qu'il est en train d'aller vers une situation d'épuisement. À toi Céline. Merci Jean-Denis. Donc actuellement, effectivement, nous sommes en pleine réflexion et nous essayons de réfléchir sur des possibilités de marqueurs, de biomarqueurs de ces épuisements. Donc cette recherche, en fait, nous l'avons déclinée sur plusieurs axes. Donc il y a des approches, on va dire, électrophysiologiques avec des mesures d'activité cérébrale, des approches plus psychologiques avec des tests cognitifs et des questionnaires, des autoquestionnaires et des tests physiologiques. Et ensuite, on va avoir des approches de mesures dans des prises de sang ou peut-être avec de l'imagerie ou des tests de neuromotricité. En fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver des marqueurs qui vont nous permettre, comme on peut mesurer la pression artérielle, de mesurer le niveau d'épuisement de la personne. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on espère que le Crédit va permettre de faciliter ces recherches, d'avoir un travail de facilitation, et donc va nous permettre comme c'est indiqué sur cette diapositive, aussi de rechercher des financements, puisque cela va être très important de pouvoir financer ces recherches, et pour cela, on a besoin de faire grandir, de faire croître la notoriété du Crédit. Merci Céline. Alors il y a des aspects, je la trouve toujours très prudente quand elle parle de ça, parce qu'il y a des aspects, je dirais, un petit peu confidentiels de nos recherches.
elles ont déjà bien commencé. Et il y a aujourd'hui des prélèvements qui ont été faits. On ne vous dira pas de quoi. Mais voilà, ni comment. Mais quelque part, voilà, c'est pas simplement un rêve. Ça a commencé à se concrétiser sur 2 ou 3 des axes qui sont là. Mais nous avons à cœur de vraiment élargir le débat, élargir la réflexion. Et on a des tas de pistes intéressantes. Alors là, on va finir un peu cette conférence de presse qui se veut courte et qui veut favoriser des questions en vous proposant un petit sketch. Alors, soutenez Céline, c'est quelque chose qu'elle apprécie modérément, mais on va quand même essayer. Oula, docteur, mais vous m'inquiétez. C'est quoi cet indice E? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est encore un truc de Big Pharma pour nous faire vendre, pour nous faire consommer plus de médicaments? Non, bien sûr que c'est crédible et c'est sérieux. Hein. Donc l'indice E, ça mesure l'équilibre entre les dépenses et les récupérations d'énergie au niveau du cerveau. Donc, pour être un être en pleine forme, il faut qu'il y ait un équilibre quotidien entre l'énergie dépensée et l'énergie récupérée. Idéalement, cet indice, il est autour de 100%. Dans votre cas, on est plutôt autour de 50%. En fait, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, sinon vous risquez d'avoir des gros problèmes. Des gros problèmes? Mais qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, votre cerveau va commencer à faire des erreurs. Vous allez avoir des difficultés cognitives avec des problèmes de mémoire, ça va se manifester par des relations qui risquent de devenir conflictuelles, des erreurs de raisonnement aussi, puis vous allez pouvoir aussi avoir des absences et même des idées noires. Mais en plus, ça peut avoir aussi des conséquences physiologiques, en particulier au niveau cardiovasculaire et une baisse d'immunité peut-être. Donc vous allez tomber plus facilement malade et ça peut même s'accompagner à terme de déclenchement de cancer. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre en considération. Mais donc ça veut dire quoi? Je vais y passer? Oh, après tout, avec la vie que j'ai, c'est pas forcément si grave. Mais tuer quelqu'un par inondation en voiture, non, ça je veux pas. Être diminué par un AVC ou un infarctus, non, je veux pas. Alors on fait quoi, docteur? Non, mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par travailler sur cette récupération d'énergie. Et pour commencer, voilà, on va faire un bilan de sommeil. Commencer par, pour récupérer l'énergie, il faut dormir. Et ensuite, il s'avère que vous avez pris un peu de poids, hein, donc on va commencer à travailler là-dessus aussi, parce que ça peut entraîner des conséquences. Oui, ça c'est pas faux, hein. Ma compagne, elle se plaint des ronflements. Alors oui, effectivement. Donc là, il faut vraiment faire un enregistrement du sommeil. Et il faut aussi qu'on travaille, qu'on analyse vos dépenses d'énergie. Ma dépense d'énergie, mais vous savez bien que j'ai trop de boulot. Alors, le problème, c'est ça, c'est de savoir ce que vous entendez par trop. Est-ce que c'est trop en quantité, en qualité, parce qu'on a tous beaucoup de travail, on a tous trop de boulot. Et la question, voilà, c'est la question de la charge mentale. Et donc, est-ce qu'on peut s'orienter vers une recherche de sens de la vie et se demander, voilà, est-ce que le fait que j'ai trop de boulot, est-ce que je suis épuisée? Et en fait, on peut avoir trop de boulot et ne pas se sentir épuisé. Ne pas avoir un score qui soit à 50%. Et vous, vous êtes épuisé, docteur? Alors, je me sens épuisée. Moi, je vérifie. Je suis à 95. Donc, tout va bien. D'accord. Comment je peux m'en sortir? Alors, vous pouvez faire appel à des spécialistes qui vont vous aider à travailler sur l'optimisation de l'énergie dépensée. Vous pouvez consulter CCAS de votre ville, une association locale. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller vers une ONG qui est spécialisée, qui s'appelle Le Crédit, qui lutte vraiment contre l'épuisement. Ils peuvent vous aider à construire une meilleure qualité de vie globale. Merci, docteur. Et puis, je reprends un peu espoir. Merci de ces renseignements précieux et à bientôt. L'idée, c'était un petit peu d'illustrer ce qu'on veut faire. Et donc, voilà, c'était la petite présentation que l'on souhaitait vous faire. Un grand bonjour également à Sophie Terrien, notre attachée de presse, qui malheureusement est malade ce matin. Donc, je pense qu'elle est derrière son ordinateur. Elle a fait un gros boulot de préparation. Il y a des dossiers de presse. Il y a beaucoup de choses à consulter sur notre site Internet où le livre sera au fur et à mesure publié, puisqu'il s'agit d'un projet open source. Il ne s'agit pas pour nous de créer de la propriété intellectuelle et de nous rémunérer dessus. Donc, le livre, il paraîtra en version numérique. Et il y aura aussi une version papier avec des contributions sans doute artistiques. Donc, c'est un gros projet. Et ce gros projet, on espère qu'on pourra le présenter en juin 2013, qui est une date importante. 2023. Le cognitif a commencé à merder. Donc, 2023, parce que ça sera les 10 ans du premier stage du Crédit, donc du démarrage effectif de notre activité.
Voilà, à vous, s'il y a des questions, on va peut-être prendre une ou deux questions de la salle. Et puis ensuite, Valentin nous dira s'il y a des questions de la part des gens qui sont en remote, comme on dit. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'ai une question pour Céline. Bonjour. On parle pas mal de sommeil, là, j'entends dans cette conférence. Qu'est-ce que vous pensez en tant que médecin de tous ces médicaments? Est-ce que vous conseillez de prendre des médicaments pour mieux dormir, tous ces compléments alimentaires? On entend plein de publicités à la télé aujourd'hui. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, c'est comme tout, c'est une prise en charge individualisée. Donc, chaque situation est différente. Et concernant les médicaments, quand il y en a besoin, il faut savoir les prescrire aussi. Par contre, de façon générale, il faut mieux éviter l'automédication. C'est mieux de pouvoir se faire accompagner, au moins demander un conseil à son pharmacien et ensuite voir son médecin traitant. Ensuite, si besoin, aller plus loin vers les spécialistes du sommeil. Les médicaments, quand ils sont nécessaires et prescrits dans de bonnes conditions, ils sont très bien. Par contre, c'est bien aussi de l'accompagner sur des démarches comme l'hygiène du sommeil, comme une prise en charge globale et peut-être des exercices de méditation ou des approches un peu différentes qui vont venir en complément ou parfois même à la place, ou parfois vont suffire pour régler des difficultés de sommeil. Merci. Vas-y, Valentin. Bonjour. Qui sont les acteurs qui ont pris part jusqu'ici aux recherches visant la constitution d'un marqueur de l'épuisement? Comment envisagez-vous la suite? Avec qui? Merci. Alors là, on rentre dans des éléments un tout petit peu, voilà, sur lesquels il faut être un petit peu discret. Bon, il faut savoir que Céline a une double casquette. Elle a une casquette Crédir, mais elle a aussi sa casquette de l'IRBA, qui est l'Institut de recherche de l'armée française, et que elle a déjà engagé un certain nombre de protocoles dans le cadre de son travail à l'IRBA. Donc on peut citer l'IRBA, mais les autres entités, on restera discret pour l'instant. Voilà, c'est un travail qui est fait par l'Institut de recherche biomédicale des armées, sur lequel pour le moment on a effectivement, je choisis d'exercer mon droit de réserve puisque j'attends. Quand les données seront publiées, on pourra effectivement communiquer dessus, mais tant que les données ne sont pas publiées, on préfère rester discret. On peut citer également, parce que c'est assez intéressant, le fait qu'on a des pistes de collaboration avec des gens qui font des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Et dans la maladie d'Alzheimer, voilà, on constate très clairement que des zones du cerveau sont endommagées et qu'il y a donc une réduction de la capacité de calcul du cerveau, de la capacité cognitive. Et il y a un certain nombre d'observations dans un début de maladie d'Alzheimer qui sont des observations que nous avons faites dans les stages du Crédir, notamment dans les ateliers sportifs. Et donc, on pourrait imaginer que un certain nombre des signes d'épuisement pré-burnout pourraient être communs avec des signes anticipateurs de la maladie d'Alzheimer. La bonne nouvelle, c'est que dans un cas, c'est bien réversible, et dans l'autre cas, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est quelque chose qui aussi, le propre du Crédir, c'est que un certain nombre des animateurs sont des gens qui ont vécu des problèmes de santé comme des burn-out, et vous savez que c'est mon cas. Ça nous permet aussi de repenser un petit peu à ce qu'on a vécu et de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir un parcours différent qui permettent d'intervenir médicalement avant qu'on aille trop loin dans l'épuisement. Y a-t-il d'autres questions? Vous visez ici principalement pour les recherches votre public historique de cadres et dirigeants d'entreprises confrontés à l'épuisement ou un public plus large? Alors, notre public historique, oui, on peut dire ça sur les 2-3 premières années du Crédir. Aujourd'hui, sur les 500 stagiaires qui sont venus et tous les gens que nous rencontrons sur le terrain, on a vraiment une totale diversité qui va du petit artisan, de l'ouvrier boulanger, de l'avocat. On a vraiment pratiquement reçu tous les métiers, et également des gens qui venaient par exemple de l'armée. Donc, on n'a plus de public historique. Notre public historique, c'est tout le monde, en tout cas tous ceux
qui vivent une vie professionnelle et qui doivent l'assembler avec leur vie personnelle et leur santé. Bonjour, question de Stéphanie Combe pour l'avis. Qu'espérez-vous comme contributeur à l'ouvrage collaboratif? Qu'attendez-vous d'eux? Des pistes pour la recherche, des témoignages de burn-out, des idées pour l'éviter? Alors, il y aura d'ici ce soir sur le site un certain nombre d'appels à contribution sur des sujets bien précis. Et donc, ça peut être effectivement des témoignages, par exemple des témoignages de reconstruction du cerveau, mais ça peut être aussi des gens qui ont une compétence particulière pour nous aider, par exemple, à mieux comprendre les algorithmes des GAFAM qui consistent à nous envoyer de plus en plus des informations sur les réseaux, sur les fils de news qui correspondent déjà à ce qu'on pense. Dans le processus qui a conduit au Capitole à Washington, on peut tous imaginer que les personnes qui ont pris leurs armes et leurs instruments de violence pour aller là-bas, c'était des gens qui s'étaient mis sur les réseaux sociaux, qui avaient cherché les informations sur les élections américaines, et on sait très bien qu'au fur et à mesure, sur nos fils de news, on nous donne un petit peu des choses qui correspondent déjà bien à ce que nous pensons. Donc, on voudrait décortiquer le fonctionnement de ces algorithmes. Donc, c'est vraiment aussi bien des témoins que des spécialistes en informatique, que des chercheurs, le plus ouvert possible. Et ce projet sera grand s'il est divers. Moi, j'aurais une question, docteur. Andy Chien a développé des chiens qui étaient capables de détecter le Covid sur l'odeur. Parmi les 12 marqueurs, est-ce que vous envisagez éventuellement de faire contribution à ces alliés que peuvent être les chiens? Parce qu'on voit bien que des chiens dans une posture de stress, et je crois bien que vous l'avez vécu aussi, sont capables de faire diminuer le stress de leurs compagnons. Effectivement, on peut tout à fait imaginer une interaction entre l'humain et le chien, puisqu'effectivement, de manière empirique, on peut observer que le chien est tout à fait capable de ressentir l'émotion de son maître et de s'y adapter, puisque quand la personne est triste, elle va avoir un comportement de confort, d'apaisement. À l'inverse, quand la personne est joyeuse, a envie de jouer, on voit avec les enfants, mais elle est dans une attitude de jeu. Donc on peut tout à fait imaginer que le chien puisse être un réconfort, en tout cas un allié chez ces personnes pour l'accompagner et peut-être retrouver du réconfort, de l'apaisement et peut-être même une forme de joie dans sa vie quotidienne. Donc ma question était plus orientée sur effectivement la recherche. La détection. Alors, oui, on peut imaginer que le chien puisse reconnaître une personne en épuisement. Ça, pour le moment, on peut l'imaginer. Il faudrait réfléchir à un protocole où on mettrait des gens épuisés, des gens pas épuisés, et savoir si le chien va plutôt spontanément vers la personne en demande ou pas. Ça, je ne sais pas. Et notre ambition, c'est clairement d'amener dans chaque cabinet de médecine générale la possibilité de faire des tests. Donc, la présence de chiens peut s'imaginer dans des centres spécialisés. On l'a d'ailleurs déjà fait au niveau du Crédir. Mais imaginez qu'à terme, chaque médecin généraliste ait un chien dans son cabinet. On en connaît, qui travaillent avec le Crédir, qui ont le chien dans le cabinet. Mais voilà, tous les médecins sont peut-être pas prêts à travailler avec un chien en permanence. Il y a plusieurs, effectivement. Il y a les côtés pratiques, c'est-à-dire que l'animal peut quand même s'en occuper. Les médecins généralistes sont très, très occupés et n'ont pas forcément le temps de sortir leur chien entre deux consultations. C'est pour l'aspect pratico-pratique. Après, il y a des gens qui vont avoir des craintes, qui peuvent avoir peur de l'animal. Et ensuite, il va y avoir des personnes, je pense, qui vont avoir peut-être des appréhensions ou des allergies, tout simplement. Et si je peux me permettre, le protocole de Andy Chien, c'était de faire des prélèvements d'odeur avec des cotons et les soumettre au chien. Donc, il n'y a pas de contact entre le patient et l'animal. Bon, je pense que la logistique sera un petit peu plus compliquée. On va, nous, essayer de trouver un système qui permettrait que le bilan biologique que fait faire le médecin généraliste, où on va trouver des éléments sur les taux de sucre, le cholestérol, on puisse compléter et avoir cet indice E dont nous avons parlé, qui permettent au médecin très vite d'avoir une indication qui va permettre de dire à la personne, là, vous êtes
en déséquilibre, vous ne respectez pas votre organisme. Et de la même façon que ça peut être un problème d'hypertension, là, vous risquez de mettre votre organisme en danger. Et on en a parlé dans le petit sketch, même si c'était un petit peu plombant. Mais on a vraiment l'espoir que ça, c'est possible. Et on vient de passer 10 ans au niveau du Crédir à vraiment s'engager dans ce combat. Et les 10 prochaines années, c'est ça le deuxième étage de la fusée, très clairement. D'autres choses, Valentin ? Quelqu'un est en train de taper. Ah, quelqu'un est en train de taper. Une autre question. J'ai une question donc pour Jean-Denis et Docteur. Donc ce matin en venant ici, j'écoutais la radio et on parle de plus en plus du télétravail pour résoudre probablement les questions de l'énergie, donc de très bonnes raisons. Alors je pose déjà une première question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la qualité de vie globale? Voilà. Et peut-être derrière qu'il n'y aura pas à terme une confusion entre notamment les outils liés au travail et peut-être des outils liés à la vie personnelle et autres. Alors, je vais peut-être prendre la première partie et puis sur les outils, peut-être passer la parole à Céline. Les syndicats français, mais j'étais en Belgique la semaine dernière, c'est pareil, sont très gênés par rapport au télétravail. Parce que le télétravail, c'est profondément inégalitaire. Si vous télétravaillez dans un environnement chez vous qui est plaisant, où vous avez des locaux sympas, vous avez une bonne entente dans la famille, le télétravail, c'est super. Ça marche très bien. Mais vous avez des gens qui supportent pas le télétravail parce qu'ils sont seuls à la maison et que l'occasion de venir au travail, c'était la socialisation. Vous avez des gens qui supportent pas le télétravail parce qu'il y a trop de bruit à la maison. Ils sont plusieurs à télétravailler. Il y a des jeunes enfants. Donc, en fait, on a un problème de base, c'est que le positionnement par rapport au télétravail ne dépend plus de l'entreprise, mais dépend des conditions de vie de la personne. C'est ce qui fait que c'est très difficile dans une négociation, je dirais, entre les employeurs, les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés, de travailler là-dessus. Parce que finalement, tout le monde sait très bien que c'est un patchwork d'opposition et que c'est difficile de prendre des positions globales. Et donc, la priorité, au-delà d'économiser du chauffage, c'est d'abord de faire que les gens aillent bien. Et il y a des gens qui, quand ils sont en télétravail à des doses trop importantes, ne vont pas bien. Ça, nous connaissons bien ce problème au Crédir. Sur les outils, à toi, ou tu veux que je continue? Je laisse. Sur les outils, je crois que ça va pas changer grand-chose parce que c'est déjà fait. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, il y a 10 ou 20 ans, c'était vraiment proscrit pour quelqu'un qui rentrait dans l'entreprise d'avoir des usages numériques personnels pendant le temps de travail. C'est-à-dire qu'on disait, vous n'avez pas le droit d'aller sur Facebook, sur les serveurs de l'entreprise, on bloquait un certain nombre de choses, et bien évidemment, les gens n'avaient pas ou ne devaient pas utiliser leur smartphone. Aujourd'hui, tout ça, ça a complètement explosé, et il y a plus grand employeur qui dit aux gens, non, mais vous pouvez pas regarder votre Facebook durant les heures de travail. Et à contrario, des plus jeunes qui sont dans cette posture-là se disent, comme je suis libre d'utiliser mon numérique personnel pendant le temps de travail, il n'y a plus forcément de frontières le soir parce que vis-à-vis de mon employeur, s'il y a besoin de bosser une demi-heure ou une heure en plus, j'y vais. Et donc, toutes les barrières ont déjà pété, à mon avis, depuis vraiment l'avènement de ces smartphones tout puissants, depuis que, par exemple, les sites Internet, ça c'est une statistique intéressante à savoir, sont en grande majorité consultés sur un smartphone et plus sur un PC. Et donc, je ne sais pas, peut-être que Dominique pourrait nous dire, c'est il y a 5 ou 10 ans que ça a vraiment changé et la question du télétravail n'a pas forcément révolutionné tout ça. Parmi les médecins avec qui vous êtes en contact, est-ce une demande de leur part d'avoir des infos médicales permettant de compléter leur ressenti? De ma part, oui, pour ma part, oui. Et, je pense que même en ayant, en tant que médecin, en tant qu'ancien médecin généraliste, ça m'aurait été très utile. Voilà, quand quelqu'un vient me voir en me disant docteur, j'y arrive plus, ça va pas, ça aurait pu être intéressant d'avoir un marqueur disant oui, effectivement, je me confirme que ça va pas. Ou à l'inverse, quelqu'un que je sens pas bien et qui me dit non, c'est bon, m'arrêtez pas, docteur, je peux pas m'arrêter. Ça aurait pu être utile d'avoir un marqueur me disant là, moi je vous dis qu'il faut vous arrêter. Vous pouvez continuer,
Moi, je vous dis que vous allez dans le mur. Vous ne voulez pas que je vous arrête, le risque, il est là. Un des médecins généralistes qui intervient au Crédir, le docteur Marc Boucher, fait part communément du fait que dans ses consultations, il avait des fortes têtes et que quand il commençait à leur dire il faut vous arrêter, il faut freiner, on avait un déni complet. Donc ce déni, on le comprend bien. Et l'idée d'objectiver par une mesure est susceptible au moins sur un certain type de population d'avoir un impact, parce que c'est ce qu'on a voulu traduire dans le sketch. La perspective de se faire un AVC ou un infarctus, ça fait peur. En sachant aussi que c'est bien les gens qui ne voudront pas s'arrêter qui vont au burn-out. C'est pas les gens qui s'arrêtent. Est-ce que les marqueurs dont vous parlez permettraient aussi de mesurer les efforts entrepris et les effets pour les personnes qui mobilisent par exemple des outils tels que la sophrologie, la méditation ou d'autres pratiques psychocorporelles? On peut imaginer que toutes les situations, toutes les pratiques qui vont permettre de recharger les batteries seront pertinentes pour améliorer le score. Si on repart sur l'idée du score E, on peut imaginer que chaque situation qui va être à la fois ressourçante, qui va être reposante, va permettre d'améliorer ce score. Une façon de dépenser moins d'énergie, une façon de garder son énergie, c'est d'en dépenser moins ou de recharger. Ça peut être des techniques pour se recharger. Et on peut faire une analogie avec, par exemple, la mesure du cholestérol. Si on était capable de faire baisser son taux de cholestérol simplement en faisant un régime pendant 2 jours, ça se saurait. Donc, il est très clair que dans cet indice E, une fois qu'il sera au point, on aura sans doute aussi une inertie qui fera qu'un certain nombre d'actions, par exemple de mieux dormir, de prendre une semaine de vacances, auront un effet qui ne sera pas immédiat et qu'on aura à peu près la même chose que ce qu'on observe sur le taux de sucre, le cholestérol, la tension. Il faudra agir au niveau du patient. Et ça prendra un certain nombre de semaines. Là, il y aura des tests qui seront refaits et on pourra comparer, un peu comme on a tous sur notre bilan biologique, vous savez, les 2 colonnes où on vous met les mesures qui viennent d'être faites et les dernières mesures qui étaient en stock sur l'ordinateur de notre labo biologique. Et à ce moment-là, on pourra comparer. OK, écoutez, merci, à bientôt. Et donc, tous en route pour le CRI-Rêve, à vos contributions. Merci. Merci.